Le soleil déclinait lentement sur les toits de Bordeaux, baignant les façades anciennes de reflets dorés. Le parfum du chèvrefeuille flottait dans l'air alors que je remontais la rue Sainte-Catherine, mes talons claquant doucement sur les pavés. Je portais une robe fluide en soie beige, retenue à la taille par une fine ceinture de cuir brun. Mes cheveux noirs étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant pour caresser ma nuque. Je sentais les regards se poser sur moi non pas par vanité, mais parce que j'aimais jouer avec les codes du mystère et de la féminité. Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 28 ans, et je suis restauratrice d'art. J'ai consacré les 5 dernières années à la préservation de toiles oubliées, à redonner vie à des portraits abandonnés, à écouter les silences des époques passées. Ce soir-là, je me rendais à l'atelier privé d'une fondation peu connue, niché derrière une cour fleurie d'un ancien hôtel particulier. Quelques jours plus tôt, j'avais reçu un message étrange. Une invitation à restaurer un tableau anonyme, trouvé dans un manoir du XVIIe siècle récemment acquis par la ville. Pas de signature, pas de dossier d'archives. Juste un titre griffonné à l'encre sur le revers du cadre. Veritas libera vivo, la vérité vous rendra libre. Dès mon arrivée dans l'atelier, je fus frappé par la puissance du portrait. Une femme. Peau diaphane, regard sombre, intense. Elle portait un corset noir à la dentelle fine, si finement peint qu'on aurait cru pouvoir y glisser un doigt. Ses lèvres, rouge bordeaux, semblaient sur le point de murmurer un secret. Elle tenait dans sa main droite un éventail replié, décoré de motifs floraux. Et ses yeux? Ils vous fixaient. Toujours. Je commençai le nettoyage avec une solution douce, lentement, patiemment. La poussière s'effaçait, révélant les couches anciennes. Mes gants blancs glissaient sur la toile, et j'avais l'impression de caresser un corps endormi depuis des siècles. Il y avait quelque chose d'intimement vivant dans ce visage. À mesure que la nuit tombait, le silence de l'atelier devenait pesant. Seule la lueur d'une lampe halogène éclairait le portrait. J'étais seule. Du moins, je le croyais. J'eus un frisson. Un bruit derrière moi. Je me retournai brusquement. Rien. Mon cœur battait vite. Trop vite. Peut-être la fatigue. Peut-être autre chose. Quand je revins vers la toile, quelque chose avait changé. Son sourire. Subtil, à peine esquissé, mais différent. Je m'approchai lentement. C'était impossible. Mon esprit devait me jouer des tours. Je pris une loupe et observai de plus près les traits. Aucun coup de pinceau nouveau. Aucune modification visible. Et pourtant, je sentais qu'elle me regardait autrement. Je me remis au travail. Sous une zone légèrement surélevée du vernis, je découvris une inscription gravée. Isabelle de Marsay, 1647. Inconnue au bataillon. Intrigué, je quittai l'atelier et traversai la ville jusqu'aux archives municipales. Mon ami Louis, historien, travaillait encore à son bureau sous les voûtes fraîches du vieux bâtiment. Il me sourit en me voyant débarquer, décoiffé, toujours en robe et bottines à talons. Il adorait me voir ainsi, entre élégance et poussière. « Qu'est-ce qui t'amène, Camille ?» Une femme oubliée. Isabelle de Marsay. Tu connais? Il fronça les sourcils et fouilla ses bases de données. Après quelques minutes, il me montra un portrait dans un ouvrage ancien. Elle. C'était elle. Mais, le détail me frappa, le collier qu'elle portait dans ce portrait n'était pas présent sur la toile que je restaurais. C'est étrange, dis-je point. Elle a disparu mystérieusement. En 1650. Juste après la mort brutale de son mari, le comte Émile de Marsay. Certains disent qu'il l'a enfermée dans leur château près de Saint-Émilion. Elle aurait eu un amant. Un frisson me parcourut. L'image d'Isabelle, son regard, son sourire. Cette toile n'était pas qu'un simple portrait. Elle était un message. Je retournai à l'atelier avec l'ouvrage sous le bras. Je posai le livre à côté du tableau. Et en m'approchant, ses yeux semblaient briller davantage. Comme si elle voulait me remercier. Ou me prévenir. J'osai alors une question à voix basse, du bout des lèvres. Que veux-tu que je découvre, Isabelle? Et soudain, une sensation glacée me frôla la nuque. J'étais pourtant seule. Enfin, c'est ce que je croyais. Le lendemain, je me réveillai en sursaut, encore troublée par le regard d'Isabelle. Le tableau me hantait. Ses yeux avaient cette intensité, presque humaine. Je pris une douche rapide, laissant l'eau chaude couler sur mon dos, chassant les frissons de la nuit. Puis, j'enfilai un pantalon en velours noir et un chemisier en mousseline ivoire légèrement transparent, sous lequel brillait timidement un soutien-gorge en dentelle couleur prune. Je nouai un foulard soyeux autour de mon cou et glissai mes pieds dans des bottines hautes à lacets. Prête à chercher des réponses.
Louis accepta de m'accompagner jusqu'au château de Marsay. Il connaissait un contact à la mairie de Saint-Émilion qui pouvait nous donner accès au domaine, abandonné depuis des décennies. Nous prîmes la voiture, traversant les vignes sous une lumière pâle d'automne. L'air sentait la terre humide et les feuilles brûlées. En approchant du château, un silence étrange s'installa. La bâtisse, en pierre calcaire, semblait dormir. Les volets fermés, la grille rouillée, les statues couvertes de mousse, tout transpirait l'oubli. Et pourtant, on sentait une présence. Quelque chose nous observait. Nous passâmes par une entrée latérale. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Tapisseries éventrées, meubles renversés, odeur de cire rance. Je suivais une sensation. Une attirance viscérale vers une aile du château. Mon cœur battait plus vite. « Tu sais où tu vas » murmura Louis. « Non. C'est elle qui me guide. » Nous arrivâmes devant une porte ancienne, en bois sombre, décorée d'un motif de lys gravé. Je posai la main sur la poignée. Froide. Je l'ouvris. La chambre était spacieuse, mais étouffante. Un lit à baldaquin en bois sculpté, un grand miroir baroque fissuré, un mannequin d'époque portant une robe noire en taffetas. Je m'approchai. Mes doigts glissèrent sur la soie ternie. La robe d'Isabelle? Un tiroir du meuble était entr'ouvert. Je l'ouvris complètement. À l'intérieur, un éventail carmin identique à celui du tableau, et un carnet relié de cuir. Je le saisis. Mes mains tremblaient en tournant les pages jaunies. Écriture féminine, fine, régulière. Il revient chaque nuit. Il pense que je dors. Mais je le vois. Il murmure des prières, puis des menaces. Je crois qu'il veut me faire taire. Mais j'ai caché la vérité. Dans le miroir. Je levai les yeux. Le miroir fissuré semblait pulser doucement, comme une respiration. Lentement, j'approchai mon visage de la surface. Et là, je le vis. Un mouvement. Une silhouette noire, derrière moi. Je me retournai d'un bond. Personne. Mais dans le miroir, la silhouette était toujours là. Louis s'avança, inquiet. « Tu es pâle. Tu veux sortir ?» Je secouai la tête. Une énergie étrange m'enveloppait. Comme si je commençais à comprendre. Je me plaçai face au miroir et posai la paume sur la surface. Froide comme la mort. Un frisson me parcourut. Puis, j'aperçus une inscription apparaître lentement dans le coin du verre, comme gravée par une main invisible. Elle sait. Protège-la. Je reculai, le souffle court. Mon dos heurta le lit. Je m'assis, les jambes fléchies, reprenant mon souffle. Louis me tendit une bouteille d'eau. « Tu trembles. Tu veux que je lise ce carnet ?» Je lui tendis sans un mot. Il feuilleta en silence, puis s'arrêta. Elle mentionne un passage secret. Derrière la cheminée. Nous nous levâmes ensemble et allâmes dans le salon adjacent. Une grande cheminée ornée de sculptures de roses trônait au fond de la pièce. Louis tapota les pierres. L'une céda sous la pression. Un déclic. Un pan de mur coulissa lentement, révélant un étroit escalier de pierre. Je me mordis la lèvre inférieure. J'aurais dû avoir peur. Mais je sentais autre chose. Un frisson d'excitation. D'attente. Je descendis la première, les marches craquant sous mes bottines. Il faisait sombre, humide. Je sentais l'odeur du cuir ancien, de la terre, quelque chose de plus doux. Comme un parfum oublié. En bas, un petit couloir s'ouvrait sur une pièce secrète. À l'intérieur, des coffres, des tableaux, des vêtements, et une autre toile. Inachevée. Le même visage. Isabelle. Mais cette fois, ses yeux étaient ouverts, grands, terrifiés. Et derrière elle, on discernait une silhouette masculine, floue, aux traits durs. Je me tournai vers Louis, bouleversé. Il l'a enfermée ici. Mais elle a trouvé un moyen de parler. Nous passâmes une heure à tout photographier, à documenter les objets. Une paire de gants noirs en satin me resta en main, comme si Isabelle me les avait offerts. Je les glissai dans mon sac. Quand nous sortîmes enfin du château, la nuit était tombée. Le ciel était d'un bleu profond, sans étoiles. Dans la voiture, je fixai mon reflet dans le rétroviseur. Et je le vis. Un instant. Ses yeux. Pas les miens. Les siens. Isabelle n'était pas seulement dans la peinture. Elle était en moi. Cela faisait 3 jours que nous étions revenus du château de Marsay. Et depuis, je ne dormais presque plus. Les nuits étaient devenues floues. Chaque fois que je fermais les yeux, je rêvais d'elle. Isabelle. Son visage apparaissait derrière mes paupières, ses mains cherchaient les miennes,
Ses lèvres murmuraient des mots anciens que je ne comprenais pas encore. Et parfois, ce n'était même plus elle. C'était moi. Ce matin-là, je me réveillais en sursaut, la chemise de nuit collée à ma peau moite. Dans le miroir au pied de mon lit, je crus voir son ombre me quitter d'un pas lent. Était-ce un rêve? Ou un avertissement? Je pris une douche froide, enfilai une jupe en cuir souple couleur ébène, un body en tulle transparent sous une veste ample en laine beige. Mes escarpins rouges brillaient d'un éclat presque vulgaire, mais j'aimais ce contraste. J'avais besoin de sentir le contrôle sur mon image. Sur mon corps. Je reçus un appel inattendu alors que je buvais mon café sur le balcon. Une voix masculine, chaude, légèrement éraillée. « Camille, c'est Adrien. Je suis de retour en ville. » Mon cœur rata un battement. Adrien Moreau. Mon cousin. Nous avions grandi ensemble, fusionnels, parfois trop. Après un scandale dans sa vie familiale, il était parti vivre à Prague. On ne s'était plus parlé depuis 3 ans. « Je suis chez tante Solange, » dit-il. « Tu viens ?» Je n'eus pas besoin de réfléchir. Quand j'arrivai dans l'ancien appartement familial, l'odeur du thé noir et de l'encens me frappa aussitôt. Adrien était accoudé à la fenêtre, vêtu d'un col roulé noir moulant et d'un pantalon de velours. Sa silhouette fine, ses boucles brunes et son regard d'ambre toujours un peu moqueur, rien n'avait changé. Toujours aussi théâtral, « Cousine », murmura-t-il en me détaillant du regard. Je sentis une chaleur étrange me monter aux joues. « Et toi, toujours aussi secret ?» Il s'approcha, lentement, et m'embrassa sur les 2 joues. Un contact presque imperceptible, mais qui fit naître une tension électrique dans l'air. Entre nous, il y avait toujours eu quelque chose d'indéfinissable. De dérangeant. Mais irrésistible. Je t'ai appelé parce que j'ai rêvé d'Isabelle. Je me figeai. Tu la connais? Non. Mais elle m'a murmuré ton prénom dans mon sommeil. Et elle portait ton visage, Camille. Ou plutôt, ton corps. Je sentis mes jambes faiblir. Je m'assis sur le vieux fauteuil en velours. J'ai trouvé son portrait. Et bien plus. Des lettres, un passage secret, un miroir. Et ce n'est pas fini. Adrien hocha la tête. Je pense que cette femme, elle est liée à nous. Il sortit de sa veste un vieux médaillon. À l'intérieur, un blason. Une rose noire entrelacée d'un serpent. C'est le blason de la branche maternelle des Moreau, m'expliqua-t-il. Et aussi celui gravé sur une porte du château. On descend peut-être de cette famille. Ou d'elle. Mon souffle s'accéléra. L'intuition que j'avais depuis le début prenait enfin forme. J'étais un maillon dans cette chaîne ancienne. Une hérédité invisible. Tu dois retourner là-bas, Camille. Mais pas seule. Je viens avec toi. 2 jours plus tard, nous étions à nouveau devant le portail du château. Cette fois, il pleuvait. De fines gouttes caressaient ma peau comme des doigts froids. Adrien portait un long manteau noir. Moi, une cape de laine, une robe en satin bordeaux fendue sur la cuisse, et des gants de cuir souple. Nous pénétrâmes dans l'aile ouest. Tout était comme nous l'avions laissé. Et pourtant, plus pesant. Plus intime. Adrien effleura le miroir de la chambre d'Isabelle. Il frissonna. Elle est là. Je m'approchai, mon reflet dansant à côté du sien. Pour un instant, je crus voir 3 personnes dans le miroir. Moi. Lui. Et elle. Je sortis les gants noirs que j'avais gardés. Je les enfilai lentement. Au contact de ma peau, une onde brûlante me traversa. Essaie de poser ta main sur la glace, dit Adrien. Je le fis. Le miroir devint tiède. Puis chaud. Des lettres apparurent. Cherchez la chambre rouge. Je regardai Adrien. Il sourit à moitié. On va suivre les fantômes, cousine. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, chargé d'humidité et de silence. Le château semblait nous observer. Adrien marchait à mes côtés, le regard fixé sur les murs, comme s'il cherchait à déchiffrer une mémoire enfouie. Nous avions suivi les indices laissés par le miroir, cherché la chambre rouge. Ce message nous avait conduits vers l'aile nord, une partie de la bâtisse dont je n'avais jamais exploré les profondeurs. « Tu sens ça ?» me dit Adrien à voix basse. « Il y a une odeur, différente ici. » Je hochai la tête. Un mélange de bois humide, de cire ancienne, et un parfum discret, presque floral, que je n'arrivais pas à identifier. Nous arrivâmes devant une porte peinte de rouge, délavée par les années. Une poignée en bronze en forme de main féminine ornait son centre. J'eus un frisson en l'effleurant. « C'est ici, murmurai-je. » Adrien me lança un regard rapide, inquiet mais déterminé.
On y va ensemble. La chambre rouge portait bien son nom. Les rideaux, les tapisseries, le mobilier, tout semblait baigné dans des teintes de bordeaux et de grenat. La lumière, tamisée par les rideaux épais, donnait à la pièce une ambiance presque sacrée, figée dans le temps. Un lit à baldaquin trônait au centre, recouvert d'un couvre-lit ancien. Un secrétaire en bois sombre était adossé au mur, et au-dessus de lui, un tableau. Je m'en approchai lentement. Il s'agissait encore d'un portrait d'Isabelle, mais celui-ci était différent. Plus personnel, plus expressif. Elle y apparaissait de profil, ses cheveux relevés, son regard tourné vers l'extérieur du cadre. On sentait en elle une tension, une attente. Mais surtout, une peur silencieuse. Sur le secrétaire, un carnet à la couverture de cuir. J'ouvris prudemment la première page. L'écriture n'était pas celle d'Isabelle. Plus rigide, plus froide. Elle sait. Elle comprend. Mais elle ne parle pas. Je dois l'enfermer avant qu'il ne soit trop tard. Je fronçai les sourcils. Ce n'est pas Isabelle qui a écrit ça. C'est son mari. Émile de Marsay. Adrien s'approcha. Il feuilleta les pages avec soin, puis s'arrêta sur une esquisse rudimentaire dessinée à l'encre. Un plan du château avec une pièce entourée d'un cercle. La chambre rouge. Il savait que cette pièce était spéciale, dit Adrien. Je regardai autour de moi. Un miroir ancien était accroché au mur, encadré par des moulures rouges et dorées. Quand je m'approchai, un léger souffle sembla traverser la pièce. Le miroir vibra doucement. Et là, dans la buée apparue sur la surface du verre, une phrase se forma. Libère-la avant la pleine lune, ou elle disparaîtra. Je sentis mon cœur se serrer. Adrien me rejoignit et posa une main sur mon épaule. Il faut comprendre ce qu'elle attend de toi, Camille. Je hochai la tête. Si je ne termine pas ce qu'elle a commencé, elle risque d'être perdue à jamais. Un silence pesant tomba dans la pièce. Puis Adrien murmura. Et si c'était aussi ton histoire? Je le regardai. Dans ses yeux, je vis la même inquiétude que je portais en moi depuis le début. Et, au fond, une certitude. Tout ceci n'était pas un simple hasard. Nous devions continuer. Nous devions découvrir la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Le soir de la pleine lune approchait. L'air semblait plus dense, presque chargé d'électricité. Bordeaux dormait sous un ciel couvert, mais dans mon appartement, rien n'était paisible. Depuis notre retour de la chambre rouge, j'avais commencé à faire des rêves étranges. Des souvenirs, mais qui n'étaient pas les miens. Je voyais le château, les corridors, les draps froissés, les clés cachées, les voix étouffées. Je ressentais la peur d'Isabelle. Et parfois, je me réveillais avec la sensation de ne plus être seule dans mon propre esprit. Ce matin-là, Adrien m'attendait déjà devant l'immeuble. Il portait un manteau gris sombre et tenait à la main un dossier épais. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il sans préambule. Il étala les documents sur ma table de cuisine. Il s'agissait de correspondances anciennes entre Émile de Marsay et un abbé local. Le ton était de plus en plus désespéré au fil des lettres. Elle entend des voix, mon père. Elle écrit des noms inconnus. Elle dit que des femmes du passé lui parlent dans les miroirs. Je crains qu'elle ne soit touchée par quelque chose d'ancien. Peut-être un mal, ou une bénédiction. Je levai les yeux. Ce n'est pas elle qui devenait folle. C'est lui qui ne supportait pas qu'elle voie ce qu'il refusait de voir. Adrien hocha la tête. Il l'a enfermée. Peut-être pour la faire taire. Peut-être parce qu'elle approchait d'une vérité trop dangereuse. Je réfléchis un moment, puis posai une main sur le vieux carnet d'Isabelle. Elle avait un secret. Quelque chose qu'elle n'a jamais pu transmettre. Je dois retourner au château. Ce soir. Seul. Adrien me fixa. Tu ne peux pas y aller seule, Camille. Je dois. C'est moi qu'elle a choisi. La nuit était tombée quand je franchis à nouveau la grille du domaine. Le vent faisait claquer les volets, et les cyprès semblaient gémir doucement sous les rafales. J'avais apporté la clé trouvée dans le miroir, le carnet d'Isabelle et les gants noirs, sans vraiment savoir pourquoi, mais tout cela me semblait nécessaire. Je montai lentement jusqu'à la chambre rouge. Tout était intact. Comme figé dans une attente silencieuse. Je m'installai au centre de la pièce. La lune filtrait à travers les rideaux. L'atmosphère était lourde, mais calme. Je sortis le carnet et lus les dernières lignes à haute voix. Celles qu'elle n'avait jamais osé prononcer, mais que j'entendais maintenant comme une prière. S'ils me prennent, que quelqu'un vienne. Que quelqu'un m'écoute. La vérité n'est pas dans la mort. Elle est dans le miroir. Je me levai et approchai le miroir. Cette fois,
Pas de silhouette. Pas de buée. Seulement, moi. Mais mon reflet ne bougeait pas tout à fait en même temps que moi. Il me regardait droit dans les yeux. Il me faisait signe. Alors je compris. Je posai la main sur le verre. Une douleur aiguë me traversa la paume, comme une brûlure glacée. Je faillis reculer, mais je tins bon. Un mot se forma dans le miroir, comme gravé de l'intérieur. Dessous. Je regardai autour de moi, cherchant. Et je vis, juste sous la coiffeuse, une latte de bois légèrement soulevée. Je l'ouvris avec effort. À l'intérieur, un petit coffret en bois, enveloppé dans un tissu rouge. Je l'ouvris. Un parchemin, scellé de cire noire. Je rompis le sceau et dépliai le message. Il était écrit en latin, comme la première phrase découverte derrière le tableau. Veritas librabivo. Mais cette fois, il y avait une suite. Et ceux qui la cachent périront dans l'oubli. À ce moment précis, un courant d'air violent fit claquer la porte. Les fenêtres tremblèrent. Une silhouette noire apparut dans l'embrasure de la porte. Immobile. Silencieuse. Je crus un instant que c'était Émile de Marsay. Ou ce qu'il était devenu. Mais la silhouette recula lentement, et disparut. Puis, dans le miroir, Isabelle apparut une dernière fois. Son visage était calme. Son regard reconnaissant. Elle leva la main. Et me montra, moi. Puis elle s'effaça. Quand Adrien me retrouva le lendemain, j'étais assise sur le lit à baldaquin, le parchemin entre les doigts. « Tu l'as fait » demanda-t-il. Je hochai la tête. Elle est libre. Mais en moi, je sentais que quelque chose restait. Une trace. Un lien. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais chez moi, un colis m'attendait sur le pas de ma porte. Aucun nom. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un petit miroir ancien. Une phrase gravée à l'arrière. La vérité n'est jamais entière. Je me regardais dans le miroir. Et, juste derrière mon reflet, une silhouette. Floue. Féminine. Silencieuse.